Le nombre d'outils DevOps qu'il y a, c'est tellement abusé que parfois on dirait que c'est fait exprès pour embrouiller les gens. Mais en fait, il y a seulement 6 catégories d'outils à connaître et on va voir quelle catégorie sert à régler quel problème. La première catégorie à connaître, c'est la gestion de configuration. Donc c'est des outils comme Ansible, Chef, Puppet, Salt. Et pour comprendre à quoi servent tous ces outils, on peut imaginer qu'on a un restaurant. Et imagine que dans le restaurant, je fais de la bouffe africaine. Je sais pas si t'as déjà vu, mais les darons africaines, quand elles font la cuisine, elles font les recettes un petit peu à l'instinct. Elles sont pas là en train de mesurer exactement les différentes quantités, les différents ingrédients. Et donc ça marche parfaitement quand t'es à la maison. Mais si t'as un restaurant et que tu veux que ta recette soit exactement la même à chaque fois, que le repas soit bon pour tous tes clients, dans ton resto, t'as plusieurs chefs cuistots, tu peux pas tous les laisser faire leurs recettes à l'instinct parce qu'il y a des fois ça va être pas bon. Donc ce que tu peux faire, c'est aller voir la daronne en train de cuisiner et de regarder chacune des étapes qui est fait, c'est quoi exactement les ingrédients qu'elle met, à quelle température on cuit les aliments, pendant combien de temps, etc. Et donc tu notes tout ça sur une recette, et ensuite tu peux donner cette recette exacte à tous les chefs du restaurant, et t'es sûr qu'ils vont tous faire exactement le même plat et que ça sera bon à tous les coups. Et donc si j'ai une application ou un site web à mettre sur des serveurs, c'est exactement la même chose. Si je fais toutes les installations, les mises à jour, les sauvegardes, etc. à la main, c'est garanti qu'un jour ou l'autre, je vais finir par me tromper et casser mon site. Donc à la place, ce que je peux faire, c'est utiliser des outils de gestion de configuration pour pouvoir faire une recette de cuisine de toutes les étapes que j'ai besoin de faire sur mes serveurs. C'est peut-être un tout petit peu plus chiant à faire la première fois, mais une fois que j'ai ma recette, je peux la déployer autant de fois que je veux sur autant de serveurs que je veux, et donc rajouter des nouveaux serveurs à mon infrastructure, c'est très facile, c'est non seulement beaucoup plus rapide, mais en plus c'est garanti d'être correct à tous les coups. Et donc utiliser des recettes, c'est bien, mais on peut faire encore un petit peu mieux. Avec la deuxième catégorie d'outils qui est les conteneurs. Les outils qui nous permettent de gérer des conteneurs, ça va être principalement Docker ou Podman ou LXC par exemple. Pour comprendre la différence, au lieu de donner simplement la recette pour faire le plat, ça serait de donner directement le plat. Comme ça, il n'y a vraiment aucune chance que ça se passe mal. Et que le chef peut-être lise mal une des instructions. Là, le plat, il est déjà tout préparé, emballé, il y a juste à le manger. On peut pas se tromper, c'est garanti que le plat, il va être bon. Et là aussi, c'est la même chose pour nos applications. Parce que si, en tant que développeur, je fais juste passer le code à l'administrateur système pour qu'il le mette sur son serveur, le développeur, quand il a testé le code sur son ordi, peut-être que tout marchait bien, mais quand on prend exactement ce même code et qu'on le met sur les serveurs de production, qui sont pas sur le même OS, qui n'ont pas les mêmes dépendances, qui n'ont pas les mêmes versions des librairies, etc., ça se peut qu'il y ait des bugs qu'on ait en production, mais qu'on n'ait pas sur le laptop du développeur. Et à ce moment-là, on rentre dans le fameux problème du développeur qui dit je sais pas, moi ça marche sur ma machine, et du sysadmin qui dit je sais pas, moi ça marche pas sur mon serveur. Et donc à ce moment-là, c'est difficile de savoir exactement d'où vient le problème. Et donc pour pouvoir régler ce problème, on va utiliser des conteneurs dans lesquels on va mettre à la fois le code de l'application, mais aussi toutes les dépendances et tout l'OS et toutes les librairies qui font que le code fonctionne. Et on va mettre ensemble tout ça dans un conteneur, ce qui fait que si ça tourne sur un laptop ou sur un gros serveur de prod ou de développement ou d'environnement de test ou quoi, ça va toujours marcher exactement pareil. En plus de ça, ça facilite un petit peu le travail des développeurs, parce que pour pouvoir avoir un environnement local sur leur machine, ils peuvent juste récupérer tous les conteneurs de toutes les différentes applications qu'ils ont besoin. Et ça simplifie aussi le travail du sysadmin, parce que lui, il récupère plein de conteneurs, il n'a pas forcément besoin de savoir ce qu'il y a exactement à l'intérieur, c'est quelle technologie, c'est quel langage de programmation, c'est quelle librairie, etc. Il a juste besoin de savoir que, ok, voilà le conteneur, l'application qui est dedans, elle écoute sur tel port, et donc il peut traiter toutes les différentes applications de son infrastructure de la même manière, et donc ça simplifie aussi beaucoup son travail. Maintenant, on se demande peut-être comment est-ce qu'on fait pour fabriquer ces fameux plats tout préparés pour faire des conteneurs. Et donc c'est là où on arrive à notre troisième catégorie d'outils, qu'on appelle le CI/CD pour Continuous Integration, Continuous Deployment. Donc ça va être des outils comme GitLab CI, Jenkins, GitHub Action ou maintenant aussi Argo CD. Donc pour rester dans notre analogie de cuisine, pour pouvoir préparer nos fameux plats, on va faire un travail à la chaîne. On va avoir un commis qui va s'occuper de laver les fruits et les légumes, un autre commis qui va s'occuper de les découper, un autre qui va s'occuper de les cuire, de s'occuper du four, de la cuisson, etc. Et un dernier qui va s'occuper de la présentation de l'assiette. Et avec ce petit système, on a juste à mettre des ingrédients crus d'un côté et on a des plats tout préparés qui ressortent de l'autre. Et ces outils-là, ils vont faire la même chose. À chaque fois que mon développeur va faire une modification dans le code, il va ajouter une fonctionnalité, il va corriger un bug, il va envoyer son code dans ces systèmes de CI/CD qu'on appelle aussi des pipelines, et ce pipeline, il va faire toutes les étapes pour transformer le code en un plat préparé, c'est-à-dire du code avec déjà toutes les librairies bien installées à la bonne version, avec toutes les dépendances, ensuite intégrer tout ça dans un conteneur qu'on va pouvoir après utiliser partout. Et tout ça, une fois qu'on l'a mis en place une fois, c'est complètement automatique à chaque fois qu'un développeur fait une modification dans le code. Donc maintenant, on peut facilement générer nos applications. Le CI/CD, c'est pas forcément pour utiliser des conteneurs, on peut aussi l'utiliser pour générer des packages à installer ou générer des images de machines virtuelles ou ce qu'on veut. Et ce qui ressort de la chaîne, on appelle ça des livrables ou des artefacts. Si tu veux apprendre concrètement à savoir comment l'utiliser pour pouvoir ajouter la corde DevOps à ton arc, je fais une formation en petit groupe quelques fois par an où on apprend et pratique sur ces différents outils. Donc je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Maintenant qu'on est capable d'automatiquement et rapidement générer des livrables, et sur quoi nos applis elles vont tourner. C'est là où on va avoir besoin d'un nouveau type d'outil qui est les orchestrateurs. Donc ça, c'est les fameux Kubernetes,
Docker Swarm ou même encore HashiCorp Nomad. Si on retourne dans mon resto, mais que cette fois on sort de la cuisine et on va dans la salle à manger, imaginons que les clients ils rentrent dans le resto et ils choisissent où est-ce qu'ils vont s'asseoir. Donc s'il n'y a pas grand monde, ça va, mais si je commence à avoir beaucoup de clients, au bout d'un moment ça risque d'être le bazar. Les gens vont prendre des chaises d'une autre table, ils vont mettre des tables ensemble, il y a un mec qui arrive tout seul, il va prendre une table de 4, ça va être le bordel. Et surtout ça va réduire la capacité maximum de mon restaurant parce qu'il y a plein de places qui vont être mal utilisées. Et pour régler ce problème, je pourrais simplement avoir quelqu'un qui fait l'accueil. Quand les gens arrivent, au lieu que ce soit eux qui choisissent où est-ce qu'ils s'assoient, ils vont demander aux responsables d'accueil ce qu'ils ont besoin. Par exemple, ils vont dire bon moi je veux être en terrasse, mais je veux une table pour les enfants et une table pour les adultes. Et ensuite c'est le responsable de l'accueil qui va aller regarder où est-ce qu'il y a de la place dans le restaurant pour pouvoir placer les clients en fonction de ce qu'ils ont demandé. Et donc de cette manière, on peut s'assurer que le restaurant il est toujours utilisé au maximum de sa capacité, il n'y a pas d'espace perdu, il n'y a pas des tables à moitié vides, etc. Dans l'infrastructure, on a exactement le même problème. En particulier, si on commence à avoir beaucoup d'applications, beaucoup de services, parfois on appelle ça des infrastructures en microservices, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grosse application, on a plein de petites applications. Et donc si on a plein d'applications composées chacune de mini-applications multipliées par plein d'équipes différentes et plein d'environnements différents, ça fait que des mini-applications, on en a beaucoup à gérer. Et donc ça commence à devenir un problème quand on commence à avoir beaucoup d'applications à jongler avec. Le problème, ça devient de savoir où placer chaque application parmi tous les serveurs que j'ai. Parce que chaque application a des besoins, et les applications, peut-être qu'elles veulent tourner sur 2 serveurs différents, peut-être qu'elle veut tourner sur un serveur qui a des GPU, peut-être que l'application a besoin de tourner sur un serveur qui a un disque dur plus rapide. Et donc un orchestrateur, ça va être un programme qui va prendre cette liste de besoins de chaque application et qui va trouver parmi tous les serveurs qu'on lui a donnés une ou plusieurs places qui matchent exactement avec les besoins de chacune des applications. Et cet orchestrateur va faire ça de manière continue. Ce qui fait que si on ajoute des serveurs ou on enlève des serveurs parce qu'il y en a un qui crache ou quelque chose comme ça, il va automatiquement aller replacer les applications sur d'autres serveurs, toujours en fonction de ce que chaque application a besoin. Et ça de manière constante et automatique, sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Donc maintenant j'ai toutes ces applications, tous ces services, il faut bien que ça tourne quelque part sur du matos. Et ce matos-là, il faut qu'il tienne la charge quand il y a du monde qui vienne sur mes applis. C'est là où on va avoir besoin du cloud. Les services de cloud les plus populaires, ça va être AWS, Google Cloud Platform, ou Azure. Pour comprendre le concept, c'est comme si dans mon resto, la semaine, il n'y avait pas grand monde, mais que le week-end, c'était tout le temps blindé. Et donc, si j'ai tout le temps le même nombre de cuistots, soit j'en ai trop pendant la semaine, soit j'en ai pas assez pendant le week-end. Donc, par exemple, ce que je pourrais faire pour optimiser, ça serait d'embaucher des cuistots en freelance juste le week-end. Et donc, comme ça, je peux répondre exactement à la demande sans avoir trop ou pas assez d'employés. Dans mon infrastructure, c'est exactement pareil. Imagine qu'il n'y a pas grand monde qui vient pendant la journée sur mon application, sur mon site web, mais que le soir, c'est blindé. Je peux en temps réel avoir exactement le bon nombre de serveurs que j'ai besoin par rapport au nombre d'utilisateurs qu'il y a sur mon application. Ce qui fait que mon infrastructure est toujours exactement à la bonne taille par rapport au nombre d'utilisateurs qu'il y a sur mon appli. Si j'utilise pas le cloud, je vais devoir regarder dans l'année c'est quoi le plus haut pic d'utilisateurs que j'ai et je vais devoir acheter assez de serveurs pour pouvoir répondre à ce pic de demande, même si c'est juste une seule fois, une seule heure dans l'année. Donc c'est beaucoup d'argent à sortir d'un coup et c'est peut-être aussi beaucoup de gâchis parce que si au Black Friday j'ai 10 fois plus de volume que d'habitude, je suis obligé d'avoir une infrastructure qui est tout le temps 10 fois plus grosse que mon volume habituel. Alors qu'avec le cloud, je peux m'adapter dynamiquement exactement au nombre d'utilisateurs que j'ai sur mon application. Donc maintenant qu'on a nos dizaines, nos centaines de mini-applications qui tournent sur tous nos serveurs et le tout complètement de manière autonome, automatique, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que chacune de ces applications, elles fonctionnent vraiment comme elles devraient fonctionner? C'est là où on aura besoin de notre dernière catégorie d'outils, qui va être les outils d'observabilité. Et l'observabilité, c'est juste un mot compliqué pour dire le monitoring en gros. Le monitoring, c'est vérifier que tout va bien. Les principaux outils d'observabilité qu'on va utiliser dans le DevOps, ça va être par exemple Prometheus, Grafana, la stack Elasticsearch avec Kibana. Après, il y a plein d'outils qui ne sont pas forcément open source comme Datadog, etc. Donc l'équivalent dans mon resto, ça serait un espèce d'inspecteur qui va aller constamment vérifier chacun des éléments en cuisine. Il va vérifier qu'on a bien les bonnes quantités d'ingrédients, que le four est exactement à la bonne température, etc., etc. Et si jamais on détecte un problème quelque part, on peut appeler un chef cuisinier qui va aller régler le problème. Encore une fois, dans notre infrastructure, c'est exactement la même chose. Comme on commence à avoir une super grosse infra, c'est difficile de garder l'œil sur tout. Donc on va choisir différentes valeurs qu'on va surveiller. Ça peut être des métriques applicatives, comme par exemple le temps de réponse de nos applications, le nombre de personnes qui sont connectées actuellement sur mon site web, des choses comme ça. Et ça peut être aussi des métriques système, par exemple l'utilisation de CPU dans toutes mes machines, l'utilisation de disques durs, l'utilisation de la carte réseau, etc. Maintenant qu'on a les outils pour mettre en place une infrastructure, c'est important de savoir comment mettre en place une infrastructure pour quelle scale. Pour découvrir toutes les petites astuces qui font qu'on peut avoir une méga infra, je te laisse aller voir cette vidéo.